Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite des bilans et aujourd'hui on va parler de la NFC West des 49ers, des Rams, des Seahawks et des Cardinals. Et pour ce faire, je suis avec Anthony. Salut Anthony, Salut Alex, salut tout le monde. comment tu vas? Bah écoute, très bien et toi? Très bien. Content de faire ce premier bilan ensemble. Tout à fait. On continue de changer les binômes après avoir fait toi pour l'AFC West avec Jérôme et moi C'est avoir ça. fait l'AFC Est avec Doug. N'hésitez pas d'ailleurs, c'est les derniers épisodes, donc ils sont juste avant. Peu importe où vous nous écoutez, que ce soit sur Spotify. Si c'est le cas, laissez-nous des petits messages sur Spotify, on sait que c'est possible. Et si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et puis voilà, suivez-nous un peu partout, le front office, notamment Twitter, où c'est là où on est le plus actif pour l'instant. Mais on verra au fur et à mesure de la saison si on s'améliore, notamment sur Instagram pour faire un peu plus de choses, on va dire. Je propose d'entamer directement, si ça te convient. Et, euh, Allons-y. et on va. Toi, tu as fait la première partie du Super Bowl lors de l'épisode précédent avec les Chiefs. Là, on va faire l'autre partie. On va faire le vainqueur de la NFC, premier de NFC tout court, premier de NFC West, finaliste, et donc perdant au Super Bowl, les 49ers, qui ont eu un bilan de 12-5. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de leur saison cette année? Hormis le fait qu'ils ont eu une très bonne saison, à part le petit passage à vide juste avant leur bye week d'ailleurs, ce qui leur a fait Ouais. énormément de bien pour rebondir. Euh, Pas grand-chose à dire. Au final, le résultat, il est que le reflet de la qualité et de la quantité de leur effectif. Parce que je pense qu'on peut légèrement se mouiller en disant que quand même les 49ers, c'est peut-être, tu vois, moi personnellement, je trouve que c'est le plus bel effectif, tant qualitativement qu'en termes quantitatifs et bah, ça va en finale, ça perd en finale, encore contre les Chiefs. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Jérôme, je pense que c'est au niveau du mental, que ça fait un petit peu défaut. Parce qu'on peut pas dire que sur le plan sportif, enfin, je vois pas quelle équipe peut se mettre à côté des 49ers et dire, on a meilleur en tout point que vous. Ah, il y a pas beau, il y a pas d'équipe, je Ouais, pense, hein. On verra si avec l'intersaison, il y a des équipes qui arrivent à faire des beaux moves. Et là, au moment où on enregistre, on est le mercredi, donc on a eu déjà 2 jours de free agency où il y a eu beaucoup de mouvements. très intense. On dirait qu'on est sur une partie de Madden là où t'as des joueurs qui vont dans des équipes, tu comprends pas trop pourquoi. Mais voilà, ouais, c'est vrai que t'as raison que les Niners sont, je pense, la plus belle équipe de NFL. Question de mental, hein, on parle souvent du poste de quarterback comme étant le poste le plus important du foot américain et de beaucoup de sports notamment. Donc là, on voit avec quelqu'un qui a moins d'expérience face à un Patrick Mahomes au Super Bowl, ça a peut-être fait débat, enfin pas débat, mais ça a peut-être fait défaut aux Niners Ah, ce match. ouais, si, mais ça a fait débat, cette année. D'ailleurs, je pense un petit peu méchamment pour, Brock Purdy parce que le problème, c'est, bah, les Américains, ils aiment bien le storytelling et l'année dernière, c'était un peu le gars qui venait de nulle part, qui était dernier de la draft, qui était alors, tu me diras si je me trompe, 3e ou 4e quarterback. Donc Je on a crois on qu'il a était troisième, tu devais ouais. avoir Lens, tu devais avoir Garoppolo, Garoppolo et et après ensuite, c'était peut-être en bataille avec un autre, mais en tout cas, voilà, il devait pas jouer, il a joué, donc c'était la belle histoire, c'était celui qui arrive de nulle part, personne ne l'attendait et puis cette année, bah, il y a les résultats, mais on dit: «Bon, bah, Brock Purdy, oui, bah, c'est facile aussi avec, les gars qu'il a autour de lui». Alors, oui et non, parce que je pense que l'atout quand même premier d'un Brock Purdy, c'est qu'il est peut-être pas exceptionnel, mais il fait pas non plus d'erreurs et oui. je pense que c'est le premier boulot qu'on demande à un quarterback, c'est-à-dire d'utiliser les forces qu'il a autour de lui et bah, de lancer un ballon correctement ou de faire des appels de jeu ou de changer le jeu en suivant l'action et suivant la défense en face de lui et je pense qu'il le fait bien et faut pas lui retirer ça quand même. Non, totalement, t'as totalement raison. Et quand tu vois comme on en parlait un peu, et je vais juste faire un petit point du coup, mais on parlait un peu du planning avec l'excellent début de saison avec 5 victoires de suite. Il y avait dans ces 5 de suite, il y avait notamment les Rams qui faisaient un début de saison moyen, on va dire, mais qui au Mmh. final ont fait une super saison. Il y avait les Cowboys aussi. Et après, il y a eu ce trou d'air dont tu as parlé, c'est Cleveland, c'est les Browns, les Vikings et les Bengals.
bye week et ensuite 6 victoires de suite pour aller assurer la première place. Des playoffs un peu poussifs où on commençait à comment dire, à voir des faiblesses à certains endroits, Mmh. notamment au poste de corner, des petits doutes au niveau du poste de quarterback. Les doutes, comme t'en parlais, hein, les médias en ont fait suffisamment. C'est vrai que quand on voyait Purdy, même moi, hein, quand je voyais Purdy dans la course au MVP, j'avais un peu du mal. Ça veut pas dire que je pense que c'est facile, hein, parce que si c'était facile, tout le monde aurait réussi, Darnold aurait réussi à des moments, C'est c'est vrai. pas le cas. Euh, donc ouais, et on se retrouve avec une équipe qui fonctionne extrêmement bien, qui est une des meilleures attaques, une des meilleures défenses, donc ça fait beaucoup quoi pour arriver Tout à ça fait. fait beaucoup pour les battre. Je te propose de faire des petits points sur des joueurs, comme on avait fait lors des différents épisodes. Mmh. Du coup, le joueur un peu qui t'a marqué, et ensuite une déception un peu plus. Mais si tu devais tirer un joueur de cette équipe sur cette saison. Bah, je pense que je vais faire facile, Christian McCaffrey. Hem, bon alors sans rentrer dans le débat, pour moi il était MVP normalement, mais après on va pas rentrer dans le débat, je pense qu'on pourra en reparler autre part ou vous en avez aussi déjà parlé, mais pour moi il devait être MVP. Je pense qu'il est en tout cas au niveau offensif, il est vraiment l'essence de ce que devrait être un MVP et surtout ça fait plaisir, de voir un McCaffrey aussi en forme parce qu'à Carolina, hein, on sait, il était déjà très performant, il portait déjà beaucoup l'équipe et il faisait déjà beaucoup, mais il avait de nombreux pépins physiques qui l'écartaient pas mal des terrains et bah, depuis qu'il est, à San Francisco, qui pourtant est une franchise aussi qui des fois connaît pas mal de déboires, au niveau des blessures, bah, il est en pleine forme et il est utilisé à 100 et il a pas l'air de à un moment donné de la saison de s'effondrer finalement. Il est toujours au top. Ouais, c'est vrai, et en plus on dirait qu'ils le dosent plutôt bien, alors qu'ils ont pas enfin ils ont Elijah Mitchell qui est bon, mais qui est pas non plus de l'assurance tout risque. Mmh. Et c'est vrai qu'ils arrivent quand même à bien faire le bon move. Ils arrivent à mettre Kyle Juszczyk les plays un peu compliqués où il faut y aller comme une brute de temps en temps qui pourrait blesser McCaffrey. Et c'est vrai que cette gestion, je la trouve plutôt bonne. Euh, Ils attendaient limite qu'il mette son touchdown et qu'il fasse ses 100 yards avant de le sortir du terrain, ce qui, Exactement. pour des fans de fantasy, on fait coucou aux copains des fantasy ballers, mais c'est vrai que pour des fans de fantasy, quand tu prends McCaffrey très haut et qu'il fait ses 100 yards, qu'il met son touchdown, bon ok, bah t'as 16 points assurés, t'es assez Exactement. content, t'es assez content avant d'avancer. Moi aussi, hein, c'était CMC, mais je voulais quand même aussi parler de Purdy parce que Mmh. beaucoup de comment dire, on n'est pas sûr, machin et tout. Au final, le gars t'amène quand même l'équipe au Super Bowl. Il te l'amène, oui et non, hein. C'est pas grâce à ses plays incroyables qu'ils vont au Super Bowl. C'est par le fait qu'il arrive à pas te faire perdre l'équipe dans des matchs compliqués. Exactement. Et je trouve qu'il mérite un peu plus de fleurs, on va dire, sur son nom et un peu plus, put some respect on my name. Voilà un peu ce qu'il faudrait faire pour Brock Purdy. Tout à fait. Et voilà pourquoi je voulais mettre un peu en avant Brock Purdy. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfait. Et je vais enchaîner du coup avec le joueur moi qui m'a déçu. Alors c'est un joueur, c'est pas une escouade, mais c'est une partie du terrain. J'en ai parlé un peu avant. C'était les corners. Et je vais faire un coucou à Lucho encore des Fantasy Ballers et faire un petit point sur son joueur préféré, Ambry Thomas, qui a été notamment lors des playoffs absolument catastrophique, qui aurait pu les faire perdre alors attends, je sais plus quel match c'était. Euh, C'était pas, j'ai un doute. Bon, bref, j'arriverai pas. Mais en gros, ouais, voilà, un match où vraiment s'ils s'en sortent, c'est vraiment grâce à l'attaque et pas grâce à la défense. La Mmh. défense se fait ouvrir, notamment contre la passe. Et Ambry Thomas, catastrophique. Ils avaient une escouade super bonne, qui a beaucoup de blessures en fin de saison lors des playoffs. Je parle de l'escouade défensive, hein, pas de l'escouade du Mmh. backfield défensif. Et Ambry Thomas, je trouve que c'est vraiment le point qui montre que si tu peux faire un effort pas forcément en free agency, j'ai pas les moves des Niners là sous les yeux, parce que lorsque je préparais, il n'y avait pas encore de moves de fait. Mmh. Mais aller chercher un corner, je pense qu'il y en aura à la draft. Ils ont beaucoup de picks, on en parlera après. Mais là, il faut refaire cette secondary. De toute manière, ils arrivent toujours à choper le meilleur joueur de la draft avec leur pick, peu importe où, quasiment, j'ai l'impression. Donc, Ah, ils ont du nez. bon, voilà. Sauf Trey Lance. Ça, ils ont eu un peu moins de nez. Mais Ouais, voilà. ils s'en ont débarrassés donc ça va, même Ouais, si, contre un troisième. ouais. Quand on voit là Mac Jones qui est parti aux Jaguars
pour un sixième, alors qu'il a beaucoup plus joué. Bon, il a beaucoup plus montré aussi ses limites. C'est un peu Aussi, oui. étonnant. Tout à fait. Et ben moi, du coup, je vais rester du côté de la défense. Alors pareil, parce que là, avec la free agency où ça bouge d'une façon assez vénère, et je crois que c'est des rumeurs, c'est pas encore confirmé, mais moi, je voudrais parler de Arik Armstead. Mais normalement, il devrait être libéré par les 49ers. En tout cas, les dernières grosses rumeurs sont annoncées, qui coûtent beaucoup. J'ai vu dans le salary cap des 49ers. Et je suis allé un peu voir ses lignes de stats parce que c'est vrai que alors, cette année, je l'ai pas beaucoup vu. Il a fait que 12 matchs et justement, sa dernière saison complète, ça remonte à 2021 et sa dernière bonne saison au niveau statistique, ça remonte à 2019. Donc pour quelqu'un qui pèse beaucoup au niveau, du salaire, bah, le salaire, c'est bien, mais à un moment aussi, il faut le justifier, je pense et comme on l'a dit, c'est que le problème, c'est que les 49ers, c'est aussi un peu leur, ils jouent contre eux-mêmes, en fait. C'est qu'ils ont beaucoup de gros joueurs, mais du coup, ça coûte cher et bah, du coup, faut falloir peut-être écrémer ceux qui ne servent pas, qui ne servent plus en tout cas ou plus, qui n'ont plus autant d'impact. Et Armstead, je pense que vraiment, il faut qu'il parte. Bah, avec Armstead, c'est compliqué parce que du coup, là, c'est sa dernière saison de contrat, de ce que je C'est ça. comprends. Il va coûter, quoi qu'il arrive, 25 millions minimum contre le cap, à moins qu'il fasse un cut post-June, qui ferait, si vous avez un peu des doutes avec les différents termes, je vous invite à aller écouter, alors ça date d'il y a un an. Si vous êtes sur Spotify, ça doit être l'épisode qui vous est suggéré en premier, le recap free agency de l'année dernière, où on avait fait avec France Salary, qui expliquait un peu tous les différents termes. Mais en gros, le cut pre-June fait en sorte que toute la dead money s'accumule sur l'année en question. Si vous faites un post-June, ça se casse en deux, et vous avez une partie cette année, une partie l'année prochaine. Donc, tout ça pour dire que s'il est cuté pre-June, ils vont bouffer 25 millions contre le cap, ils ont déjà Mm. 10 millions de dead money sur différents joueurs. Euh, mais oui, s'ils en parlent en tant que release potentiel avec 25, c'est pas un joueur comme ça quand tu regardes le salaire où tu te dis c'est un candidat au cut, autant le garder tant qu'à faire. Mais ouais, il était décevant et c'est peut-être probable qu'il s'en aille. Euh, Ça fait une bonne transition sur l'intersaison où on va pouvoir en parler. Ils ont 6 millions de cap space disponibles des derniers chiffres que j'ai vus au moment où on enregistre. Ouais. On enregistre mercredi, au moment où je pense que vous écouterez cet épisode probablement vendredi ou samedi. Enfin, après, vous l'écoutez quand vous voulez, mais nous on le sortira à ce moment-là. Ils ont environ 6 millions de dispo. Euh, Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais 6 millions là? Est-ce que tu as un joueur ou un poste que tu aimerais renforcer avec peu de budget, du coup? Ou est-ce que tu mises tout sur la draft maintenant? Alors un joueur particulier, non. Moi, je vais te rejoindre sur ce que tu disais. Je pense le backfield défensif. Faudrait investir. Alors, est-ce qu'il faut investir les 6 millions là comme ça j'ai pas de joueur en tête. Si tu en as un, hésite pas. Pas spécialement. J'ai pas de joueurs qui me viennent. Moi, je pense que ça va passer par la draft. J'ai tous les picks des 49ers là sous les yeux. Alors, ils en ont 11. Mmh. Globalement, si vous cherchez des picks en NFL cette année, ils sont en NFC West. Il y a 3 équipes qui ont 11 picks, ce qui fait beaucoup. Donc, ils ont un premier, un deuxième, deux troisième, deux quatrième, un cinquième, deux sixième, deux septième. Avec le nez qu'ils ont pour aller chercher des joueurs un peu lointains, je serais pas surpris qu'ils prennent un corner au 2 ou troisième tour, qui soit une value premier ou début de deuxième, et qui se retrouvent avec un bon joueur. Par contre, il va falloir investir parce que il y en a, comment dire, il y a beaucoup à faire, je trouve. Ah bah oui, oui, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, oui. Euh, Est-ce que tu avais autre chose, toi, pour cette intersaison auquel tu pensais? Pas tellement en fait. Pour moi, les 49ers, bah, je le disais tout à l'heure, mais ils jouent contre eux-mêmes et je pense que maintenant c'est une question de temps parce qu'ils vont pas pouvoir garder une équipe aussi compétitive sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils vont pas tenir 10 saisons comme ça. On rappelle que c'est quand même leur deuxième défaite au Super Bowl en 4 ans. Donc coucou les Chiefs qui sont passés par là, forcément les 2 fois. Et bah, moi, alors du coup, je l'ai écouté ce matin, votre bilan avec Doug, ils sont un petit peu, je pense, comme à la situation des Bills. D'ailleurs, les Bills, ils ont construit saison après saison une équipe ultra compétitive qui devait euh, aller empocher un Super Bowl. En tout cas, c'était ce qui était fait autour de Josh Allen. Et je pense que là, les
Les les 49ers, c'est un peu pareil et on a vu là cette année, c'est un peu le grand ménage de printemps avec, la free agency au niveau des Bills. Ça va arriver pour les 49ers. Du coup, je pense qu'il va falloir, dans les années à venir, mettre les bouchées doubles, pour glaner un titre parce que sinon après ça va être dur. Totalement, totalement, t'as totalement raison. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Ça fait un peu penser t'as raison, aux Bills, dans un peu la même situation. Euh, ouais, c'est compliqué parce qu'ils draftent bien et il y a un moment où ça va continuer. Je sais plus le joueur qu'ils avaient envoyé au Colts une année pour aller chercher un pick. Mais un joueur comme ça qui allait demander un contrat derrière. Le nom m'échappe. Mais c'est ce qu'ils vont devoir faire un peu chaque année. J'ai l'impression de devoir perdre un de leurs super joueurs qu'ils ont drafté et bien fait augmenter. Je pense qu'aussi un des besoins là qu'il va falloir utiliser, c'est le poste de backup quarterback, Oui. parce que Brock Purdy est là, c'est cool, mais derrière lui c'est Brandon Allen. Brandon Allen, c'est pas gage de sûreté si jamais ton joueur se blesse. Est-ce que ça passe par la draft? Je pense que ça va être un peu obligé là, à moins d'aller chercher un Jameis Winston. Je pense que c'est un peu compliqué d'aller améliorer ton équipe là tout de suite par le poste de quarterback. Enfin, par la free agency, pardon. Ils peuvent, hein, ils ont eu l'expérience avec Purdy, hein, ils peuvent aller chercher un Ouais, quarterback, tour 3-4, et ouais. tirer quelque chose, un bon backup, solide, qui pourra assurer les arrières, de Purdy s'il y a besoin. Totalement. Et qui sait, hein, on sait pas, hein, ça se trouve, on se retrouvera avec l'équivalent d'un Dak Prescott et là, du coup, t'as une vraie compète entre deux QB qui te coûtent rien pendant 2 ans Tout à fait. et ça peut être intéressant. Objectif pour la saison prochaine, est-ce que c'est de retourner encore une fois au Super Bowl et cette fois-ci de le gagner ou est-ce qu'on pense à autre chose? Bah, heu, mais finalement avec, on va se répéter encore, mais au vu de l'effectif qu'ils ont encore, je et de la saison qu'ils ont produite, à un moment, oui, il y a le hormis le Super Bowl, un désaveu, ça serait une moins bonne saison, s'ils n'allaient pas, jusque jusqu'au moins, la finale de conférence et même, du coup au-dessus, hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est Super Bowl. De toute manière, pour eux, c'est Super Bowl chaque année, hein. Là, tant qu'ils ont un effectif comme celui-là, je les vois pas avoir un autre objectif que d'aller au Super Ah Bowl. bah, non. On va espérer pour eux que ce soit le cas, mais ouais, finale de conférence. Si tu fais pas finale de conférence, c'est vrai que c'est vite un échec parce que si ton objectif c'est encore une fois d'être premier de ta conf, puisqu'il y a les armes hein, Mmh. en NFC, c'est vrai que t'as pas 100 000 équipes qui peuvent être numéro un de la conférence. Donc si tu es premier et que tu ne vas pas en finale de conf, c'est que bah en fait t'as perdu ton match quoi. T'as perdu ton seul match de playoff et grosse déception. Tout à fait d'accord. On va passer aux Rams parce que là c'est un peu plus il y a un peu plus de choses à dire je pense sur les Rams parce qu'on les attendait pas nécessairement là. Non, ça Ils ont fait fait un plaisir. bilan, ça fait plaisir. Ils ont fait un bilan de 17. Mmh. Ils ont été en playoff. Ils ont fait un début de saison assez mitigé. Ils étaient à 3-6 avant la bye. Au vu des différents moves qu'il y a eu, on peut se dire bon, bah en fait ça va rien donner cette année, tant pis. On se tourne vers l'avenir. Sauf que après la bye, machine de guerre, Mmh. ils font 7-1 sur C'est un les 8 suffisant. derniers matchs, avec comme seule défaite une défaite contre Baltimore en overtime. Donc c'est vraiment, s'il y avait des vrais matchs nuls en NFL, ça aurait fait 7 victoires, un nul, mais c'est pas le cas. Donc ils ont fait 7 victoires, une défaite. Vraiment, ils m'ont énormément surpris sur cette fin de saison. Et pour les playoffs, ils ont perdu d'un point face à Détroit au premier tour. Pareil, hein, dans un match où ça aurait pu aller dans les deux sens. Et ouais, franchement, ces Rams, new look, Ouais. plus jeunes, etc. Ils étaient quand même ultra intéressants. Ah bah, on pensait pas après leur victoire, au Super Bowl, ils ont fait une saison, dramatique. Je crois qu'ils avaient un record, hein, l'équipe qui avait remporté le Super Bowl qui était éliminée le plus tôt, des playoffs, je crois dans la course des playoffs, la saison d'après et donc cette année on n'attendait pas grand chose des Rams et ils ont surpris tout le monde. Comme tu as dit, ils ont fait, une belle fin de saison, une, un un beau score aussi de division. Ils ont fait quand même 5 victoires pour une défaite, en division. Donc là aussi, ils ont montré parce que l'important en saison, c'est aussi de dominer sa division. Donc là, ils ont montré qu'ils dans la division, ils répondaient présent. Donc ça aussi, c'est très important, psychologiquement par rapport aux adversaires directs
Et puis oui, c'est ça, comme tu disais, ils avaient tout investi sur des joueurs d'expérience pour aller chercher un titre. Et là, ils ont eu une très belle cuvée de draft qu'ils ont fait la saison dernière, qui a payé tout de suite. Et puis bah, ils sont repartis pour peut-être plusieurs saisons maintenant à un bon niveau. Et avec toujours un Sean McVay, moi j'aime beaucoup. Super dynamique, qui casse des codes et puis qui utilise à bon escient ce qu'il a au niveau des joueurs. Totalement. Tu parlais du bilan de division, c'est vraiment ça qui fait la différence avec Mm. l'équipe d'après qui est les Seahawks. Parce que voilà, les Rams et les Niners font 5-1, ils se perdent uniquement le match contre l'un contre l'autre. Et tu te retrouves bah, du coup forcément avec un meilleur bilan que l'équipe d'en face, puisque tu les bats 2 fois. Ouais. Donc même si en plus tu fais le même. Enfin, ouais. Quoi qu'il arrive, c'est les matchs les plus importants, hein, on en parle tout le temps, c'est les matchs qui terminent la saison aussi, les matchs de division, parce que tu peux avoir deux équipes en 3-2 et il faut aller chercher le dernier match. C'est un des meilleurs bilans, je crois, de division tout court. Je crois que le 5-1, tu as deux autres équipes qui font 5-1, si mes souvenirs sont bons en division. Ouais, c'est ça, c'est les Cowboys. Ah non, il y a les Steelers aussi qui ont fait 5-1 dans leur div. Ouais. Enfin, c'est assez rare de faire ça. Il y a quasiment jamais un perfect. Il y a qu'une seule équipe qui a fait il y a deux équipes qui ont fait un perfect, mais c'est des perfects négatifs. On a les Commanders et on a les Cards, dont on parlera un peu plus tard, mais pour des raisons différentes, ces deux équipes-là. Ouais. Match de division très 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 important. Tu fais très très bien de le souligner. Ah bah Et oui, c'est important psychologiquement. C'est des matchs qui valent double et surtout bah, c'est les équipes qui rencontrent tous les ans forcément 2 fois. Donc à un moment, il faut prendre l'ascendant sur eux psychologiquement et sportivement. Donc c'est sûr que c'est important. exactement, exactement. Les Rams qui, du coup, quand même très prometteurs, je trouve. Moi, je vais commencer direct en parlant de mon joueur qui m'a impressionné. Bah, c'est Puka Nacua. Jérôme en parlait beaucoup en intersaison, enfin beaucoup. Il en parlait suffisamment pour qu'il puisse dire qu'il en parlait assez. Et c'est vrai que c'est un joueur que on est beaucoup à avoir découvert via soit les recherches fantasy pour aller chercher son 5e tour au fin fond d'une draft de rookie, soit via nos amis de The Trick Play qui ont fait des super fiches de draft. Jérôme, c'est comme ça qu'il les a découverts, qu'il a découvert notamment Pukanaka. Il a découvert d'autres joueurs certaines années qui n'ont rien fait du tout derrière, mais en tout cas, ça a fait beaucoup. S'il n'y avait pas de CJ Stroud, ça aurait été, je pense, le rookie de l'année de manière unanime. Mais il y a J'ai CJ Stroud. j'ai marqué la même phrase que toi sur ma feuille. Ouais. Ouais. C'est toi aussi, du coup, c'était ton joueur que tu voulais mettre en avant. Ah bah totalement. Je te laisse terminer, mais oui, oui, totalement. Mais voilà, le joueur est arrivé. Au début, il te manque Cooper Cup. Tu te dis, bon, ok, est-ce que ça va être Van Jefferson qui va faire beaucoup? Est-ce qu'ils vont se tourner vers Cam Akers au niveau de la course? Au final, ça a été Kyron Williams, dont on aurait pu parler également. Mais ou est-ce que ça va être Tyler Higbee qui va recevoir beaucoup de ballons? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Ah bah non, en fait, c'est ce mec, c'est ce rookie de jour 3 où tu n'entendais pas trop parler Mm. et, et comment dire, et qui te fait des records de réception, des records de yards, pas des records de touchdown parce que c'était beaucoup un genre de volume plus qu'un genre de touchdown, Mm. mais monstrueux. Bah écoute, je pense que tu as tout dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, c'est ce qui est pas mal de souligner, c'est que du coup, il a absolument bien remplacé Cooper Kupp. Il était vraiment la cible de choix en début de saison. Et alors moi, ce que j'ai aimé, c'est quand tu voyais, quand tu regardais un match des Rams, en tout cas en temps complet, c'est que quand Cooper Kupp est revenu, il y en avait qui pouvaient se dire, bon, bah, Puka, il va se mettre un peu en retrait, ou il va recevoir un petit peu moins de ballons et tout. Et il s'est pas du tout écrasé déjà. Lui, il a continué à tout donner. Stafford, il a continué à lui faire confiance aussi. Ça aussi, c'est important. Et pendant les matchs, on voyait Cooper Kupp et Nakua, ils ont l'air de très bien s'entendre. Et Cooper Kupp, il venait le féliciter quand il faisait un gros catch, quand il mettait un touchdown. Enfin, donc il y avait vraiment l'air d'avoir une bonne vibes entre les deux. Et donc c'est super parce que du coup, bah, Nakua va pouvoir apprendre de Kupp. Et puis bah, Kupp, ça lui fait aussi peut-être un petit peu de challenge et quelqu'un qui pousse derrière bah, pour le garder toujours aussi compétitif. Donc en fait, je pense que c'est donnant-donnant entre les deux joueurs et c'est donnant-donnant pour l'équipe et du coup pour la franchise. Enfin, pour l'escouade offensive et du coup pour la franchise. Totalement.
Super résumé. Et en plus, au moment où tu vois Pucanaku à jouer, au début de match, c'est vraiment, enfin, au début de saison, c'est vraiment les courses que Cup aurait faites, Ouais. je trouve. Donc, on pouvait se dire, bon, bah, il va vraiment se mettre en arrière et on le verra plus derrière. Et je trouve qu'une fois qu'il y a eu Cup, il a été beaucoup plus dans la profondeur, Mmh. de faire des longs catchs, etc. Et ça, c'est très, enfin, c'est un joueur, du coup, qui est déjà très versatile, Ouais. qui peut jouer dans différentes manières, différents systèmes. Et ça, c'est top. Enfin, tu draftes un mec comme ça qui te coûte rien pour les années à venir. Je sais pas le contrat de Cup, mais je pense que tu vas le Giftmanair Cup. J'ai l'impression que tu le gardes jusqu'à la fin de carrière. Ça m'étonnerait qu'il Mmh. s'en aille des Rams. Mais t'as ton duo pour 3 ans, peut-être 2 ans encore, où t'es tranquille, quoi. T'as Ouais, juste ouais. besoin de savoir qui lui lance la balle et qui court à côté. Ah ouais et puis il a l'air grand, il a l'air costaud, mais quand tu le vois jouer, quand tu le vois courir, les réceptions, il a l'air super agile, super détendu. C'est un bonheur à regarder jouer, Ouais. Pucanacois. Et en plus, avec sa, comment dire, avec sa tête de Dani Rojas, pour ceux qui ont regardé Ted Lasso sur Apple TV. On fait beaucoup de pubs pour Apple TV, j'ai remarqué, hein, mais on continue, hein. Si on avait un code, on vous le donnerait. Mais entre la série sur les Patriots et ça, mais c'est vrai qu'il a une tête de gentil, quoi. Donc c'est ça donne envie en plus de route de le supporter encore plus. Tout à fait. Je vais entamer avec moi le joueur qui m'a déçu parce qu'en fait j'en ai pas. C'est une franchise où j'attendais rien du tout. Et je trouve que là où ils ont été, c'est parce que tous les joueurs, peu importe lesquels, ont fait leur saison. J'ai personne où, quand j'ai regardé les matchs, où je me suis dit, ah ouais, lui, il est vraiment pas bon. Et du coup, j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit du côté des Rams. Ouais, non, mais plutôt d'accord. Moi, j'ai quand même tapé sur, enfin vite fait, mais gentiment sur, Witherspoon. Alors il y en a 2, faut pas confondre. Il y en a un dans une autre franchise d'ailleurs qui a fait plutôt une bonne saison, je trouve, en tant que rookie. Ouais, Beh, Ahkello Witherspoon qui a jamais pris du coup, le rôle qui devait être, en meneur. Alors déjà, c'est sa première saison complète au niveau, des matchs, c'est très important. Donc il a joué bien les 17 matchs. Seulement 3 interceptions pour, 17 gains, 17 yards de gains et 52 tacles au total. C'est quand même très léger et c'est pas le chemin qu'il devait prendre finalement. Donc au niveau de l'impact, parce que voilà, fallait donner à un joueur, moi j'avais mis Witherspoon du coup. très bien, t'as raison. Et t'as bien fait de parler de l'autre Witherspoon parce que ça pourrait porter à confusion, notamment Ouais. quand on regarde la NFC West. On parle du Witherspoon des Rams et non pas le Witherspoon des Le Seahawks, donc rookie, ouais. le rookie dont on parlera très probablement plus tard. Au niveau de l'intersaison, alors là, c'est le moment pour les fans des Rams d'être très contents et de pouvoir enfin regarder des mock drafts, des bons joueurs, etc. Puisqu'ils ont leur premier pick, ce qui est rare, je crois, depuis des années qu'ils n'avaient pas eu. Ils Mmh. n'avaient pas eu de premier tour de draft. Ils avaient hypothéqué tout leur futur pour aller chercher du Jalen Ramsey à un moment, du Matthew Stafford à un autre. Et bien leur en a fait, hein, puisqu'ils ont eu Ah un oui. Super Bowl. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient aimé hypothéquer leur futur comme ça, se retrouver au playoff au moment où tu penses reconstruire. Ils ont eu juste une année vraiment compliquée, le reste ça a été. Et donc là, ils se retrouvent avec 11 picks, encore une fois, hein, un premier, Mmh. un deuxième, deux troisièmes, deux cinquièmes, quatre sixièmes et un septième. Forte chance que ça convertisse des sixièmes tours en pick pour les années prochaines. Et 12 millions de cap space. Voilà, c'est tranquille au niveau du cap, hein, je pense. Il n'y a pas énormément de choses à faire en plus. Encore une fois, hein, j'ai pas regardé tous les comment dire, les free agents parce qu'il y en a beaucoup trop Mmh. et beaucoup de changements. Je sais pas si tu as quelque chose toi qui te Alors si, alors bah, j'ai vite fait, moi j'ai vu, je fais de l'autopromo, enfin de l'autopromo fonces? pour le front office pour Trey, coucou Trey, qui nous a fait un superbe Ouais. notion. Vous pouvez le retrouver, sur Twitter, je crois que on l'a retweeté sur On va le Twitter. mettre dans le Linktree. Donc si Voilà. jamais, voilà. Parce que moi aussi, je suis totalement, noyé par la free agency qui va à 100 à l'heure et Trey a fait un super boulot et vous pouvez suivre et il met régulièrement à jour, dès qu'il y a un mouvement qui se fait, il essaie de mettre à jour la notion le plus vite possible. Donc allez suivre. Alors ils en ont fait un petit peu, mais moi c'est surtout, je pense, va falloir se renforcer dans le secteur, offensif au niveau du sol parce que donc dans les airs, c'est bien. Surtout que bon, on va peut-être pas demander à même si ça va, c'est pas le pire, mais Matthew Stafford, c'est pas le quarterback qui court le plus et j'ai noté que, bah,
hormis, Kyren Williams, au niveau running back, c'est un peu le désert du côté des Rams. D'ailleurs, j'ai noté les noms, franchement, il y en avait pas beaucoup qui m'ont tenu, mais des Royce Freeman, des Darrell Anderson, des Ronnie Rivers. Je suis désolé, hein, c'est pas du tout un manque de respect pour ces joueurs, mais ça fait vide et va falloir peut-être, investir dedans. Totalement. Il y a un Zach Evans qui était un rookie de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, où on pensait qu'il pouvait prendre le poste parce que c'est un gabarit qui est pas petit, qui est pas grand, mais qui est pas petit non plus pour un running back. Et on pouvait penser qu'il allait faire quelque chose. Pas fait grand chose cette année. Ça a été le show Kyren Williams, mais c'est vrai qu'en Mmh. backup, on a vu notamment que Kyren Williams a été blessé de plusieurs semaines, que c'est bien d'avoir des backups. Ça n'a pas du tout été le cas des Rams. Et c'est vrai que ça pourrait servir. Je crois qu'au niveau QB, ils ont ce qu'il faut. Je trouve qu'ils ont 3 QB qui pourraient être Mmh. starters au niveau des Vikings cette année, puisque c'est Sam Darnold qui va être starter. Mais j'exagère un tout petit peu, hein, mais ils ont Matthew Stafford, ils ont Stetson Bennett qui était un super joueur universitaire. Et je crois qu'ils ont toujours Carson Wentz. Qui, Ah oui, il est toujours là-bas, oui, oui. et donc voilà, donc ils se retrouvent. Ouais, moi je pense que c'est au niveau de. Si je devais citer un poste, ce serait au niveau de la ligne, qui a pas Ouais. été fabuleuse. Il y a beaucoup de joueurs dont on pouvait attendre mieux. Et, et ouais, du coup c'est un peu. Si je devais vraiment citer un poste, ce serait. Enfin un poste. Si je devais citer un endroit, ce serait la ligne offensive, histoire de protéger un peu plus Stafford. Comme tu l'as dit, c'est pas le QB qui court le plus. Si on peut lui Mmh. donner un peu plus de temps pour qu'il puisse lancer, ouvrir un peu plus de brèches. Et là, si t'as une ligne avec un mec comme Stafford et son bras et comment dire, Cup, Nakua, Kyren Williams, où t'as des opportunités, où Tyler Higbee pour du jeu un peu plus court, je Mmh. trouve que t'as quand même une super, enfin une super équipe quoi. Sachant que au niveau du poste d'offensive lineman, t'en as énormément dans cette draft, donc t'as moyen de refaire le tiers de ta ligne offensive juste avec un ou deux picks cette année. Tout à fait. Bah, et puis, Stafford, il est quand même, en âge, faut un peu le choyer, donc faut le protéger aussi s'ils veulent, le faire durer le plus longtemps possible. Parce que les blessures, forcément, elles peuvent être engendrées, peut-être plus facilement, pas forcément, mais ça peut jouer et voilà et Stafford, on a vu, hein, Stafford en forme, c'est quand même encore un très, très bon quarterback. C'est un top QB, hein, sachant qu'en Ouais. début de saison, on se disait ouais, je crois qu'il est blessé, machin, truc. Ouais, il a pas fait un début de saison fabuleux, mais c'était pas non plus, c'était loin d'être catastrophique. Et si tu fais en sorte que ton QB soit vraiment bien, tu peux faire quelque chose de bien la saison prochaine. Saison prochaine, objectif pour ces Rams, à ton avis, si on continue sur la même lancée, est-ce qu'ils doivent refaire les playoffs? Est-ce que c'est une franchise où on fait, euh, on fait une saison en positif et on considère que c'est bien? Ou est-ce que tu les vois, toi, la saison prochaine? Ou est-ce que tu les vois même aller chercher les Niners? Bah, là, en se posant en tant que soit, GM ou head coach en Sean McVay, faut garder le rythme, ce rythme positif qu'ont eu les Rams, toute la saison. Faut essayer, de le pérenniser sur, la saison prochaine parce que on dira pas s'ils loupent les playoffs, on dira pas, «Ah, ils sont revenus comme il y a 2 ans» parce que c'est pas vrai, à moins qu'ils se cassent vraiment la figure, mais je pense pas vu l'équipe, qu'ils ont. Mais oui, essayer de continuer, à faire déjà une bonne saison, encore un bon résultat au niveau de la division et puis essayer d'accrocher des playoffs, ouais, si je me trompe pas, Donald, il va être encore là la saison prochaine normalement, c'est bon, c'est sûr? C'est sûr comme Aaron Donald, quoi. Ouais. Bon, En bah, du coup, général, si c'est le cas, mais je voilà, bon, mais en voilà. tout cas, s'il reste, essayer de donner une dernière fois au moins des playoffs à Donald, ça serait sympa aussi Ouais. pour sa carrière et tout, ça serait cool. Il a 32 ans, c'est sa 10e année ou 11e année dans la ligue. Ouais et puis comme Ouais. chaque année depuis 1 ou 2, enfin depuis le Super Bowl, enfin depuis la victoire au Super Bowl, on se dit: «Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste pas? Est-ce qu'il prend sa retraite?» Voilà. Mais bon, normalement s'il reste, ça serait bien déjà pour l'équipe, je pense et puis ouais, essayer d'accrocher les playoffs, ouais. Ok, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est les playoffs et espérer en fonction des moves des Niners, notamment au poste de quarterback, espérer un trou d'air d'un Purdy, histoire de pouvoir éventuellement aller les chercher. Tu vois, gagner la division en 11-6. Je pense que c'est un objectif qui est réalisable, de faire une Mmh. victoire de plus. Sachant que je pense que s'ils font une saison en 8-9 cette année,
on a à peu près la même vision de l'équipe des Rams. Ça veut juste dire qu'ils auraient fait 4-3 en gros enfin 4-4 on va dire sur les 8 derniers matchs. Ce qui aurait pas été choquant parce que le planning était pas le plus simple. Non. Et on se serait dit ouais l'équipe elle est bien, elle est sympa, machin. Il y a besoin d'un peu d'expérience. Est-ce qu'on peut aller faire les playoffs l'année prochaine? Donc voilà, faudra pas les juger trop vite s'ils font une saison juste à l'équilibre ou un peu en dessous l'année prochaine. Je pense que ce sera toujours faut voir le niveau du jeu. En tout cas, ça c'est mon avis. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ces Rams? Oh non, moi c'est bon pour les Rams, je Ok. pense. Bon, on est au milieu de cet épisode. Je fais un petit moment pour rappeler encore une fois de suivre un peu toute l'équipe at le front office. On essaye de faire plus de choses cette année. Donc si vous êtes en format podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous abonner sur Twitch. On va essayer de faire un peu plus de contenu sur Twitch avec Aurélien/Trait qui est là et qui a cette expérience-là. Donc si on peut rajouter un peu plus de contenu, ce sera le cas. Si vous avez envie de nous mettre 5 étoiles, 4 étoiles, on préfère 5. Mais si votre avis c'est 4, mettez-nous 4. Nous, tant qu'on a un petit un retour, en tout cas, ça nous fait plaisir. On regarde les revues quand on en a. Donc ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nos DM sont ouverts à peu près partout. Je crois que le plus simple, c'est Instagram quand même, si vous voulez nous parler. On n'est pas très actif, mais j'ai les notifications sur mon tel, donc je peux vous répondre quand vous voulez. Et sinon, petit commentaire sur YouTube, ça aide avec le référencement. On va passer maintenant à la troisième équipe de cette division. Il nous reste deux équipes. Les deux équipes n'ont pas fait les playoffs, mais alors c'est deux dynamiques totalement différentes. On va commencer du coup avec les Seattle Seahawks qui ont fini la saison en 9-8. Ils ont fait un début de saison en trombe où on pensait qu'ils allaient limite s'ils allaient gagner la division à un moment parce qu'ils étaient en 6-2, ils étaient en 7-3. Donc je crois qu'ils étaient en 7-3 au même moment que les Niners si mes souvenirs sont corrects. Mm. Donc à ce moment-là, bon, on a quand même quelque chose dans l'arrière de notre tête qui nous dit ça risque d'être compliqué avec le planning qui arrive. Mais tout de même, et ça s'est un peu écroulé en fin de saison, puisque ça a fait du coup 2-5 sur les 7 derniers matchs. Question habituelle, hein, toi, quel est ton ressenti un peu sur cette saison des Seahawks? Bah, les Seahawks, c'est compliqué parce que les Seahawks, ils sont ni mauvais ni trop bons. C'est un peu cette équipe qu'on a des fois du mal à décrypter parce qu'il faut pas de mauvaises choses, mais il faut pas des choses exceptionnelles non plus. Et ouais, tu l'as bien souligné. Déjà, ils commencent la saison avec une défaite, bah, en plus, contre les Rams. Donc déjà une défaite qui fait mal. Mais ensuite, ils sont partis en trombe. Ils raflaient tout et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, ils repartent sur les standards de la saison d'avant. Avec un Geno Smith, alors peut-être cette année un petit peu plus en retrait, mais qui confirme sa bonne saison slash surprise de la saison d'avant. Il continue à bien porter l'équipe. Et ouais, on pensait que finalement les Seahawks, ils allaient embêter jusqu'au bout les 49ers. Et bah, finalement, c'est pas tellement le cas, quoi. Ouais, totalement d'accord avec toi, ça a été compliqué. J'avais regardé un peu les derniers matchs des Seahawks sur la fin de saison, au moment où ils perdent. Mm. Ils font 4 défaites consécutives. Euh, contre les Rams, les Niners, les Cowboys et les Rams. Pardon, Rams, Niners, Cowboys, Niners. Euh, je- Avant ou après, alors il faut que je regarde la tête du schedule parce que sur ESPN, ils te mettent tout à l'envers, donc c'est un peu Ouais. perturbant. Mais oui, après ça, ils battent les Eagles. Donc, quand même, Mm. tu fais 4 matchs où tu joues Rams, Niners, Cowboys, Niners, Eagles. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand même comme programme. Surtout juste avant, tu avais joué Baltimore où tu avais perdu aussi. Mm. Enfin, il y avait Cleveland. Vraiment, il y a des. Ça a été assez compliqué cette fin de saison. Cependant, ils ont quand même fait un bilan positif avec Tout à fait. une équipe avec des jeunes joueurs aussi. Euh, donc, je pense qu'il y a de bonnes choses à faire. Je trouve que cette division, la NFC West, elle est ultra intéressante pour la suite. J'ai pas de peur, on va dire, sur différentes équipes sur les 2-3 prochaines années. Je pense qu'il y aura forcément une année où ils seront contents. Elle est très ouverte, je pense, cette division. Hormis, bon, peut-être un petit peu au-dessus, mais on peut peut-être aller les chercher, les 49ers.
Je pense que les 3 derrière, ils peuvent faire quelque chose et ils peuvent se tirer la bourre pour être 2e, pour aller chercher une place en play-off et ouais, c'est une division intéressante avec un gros, gros potentiel. Trop bien, trop bien. Hem, Mais écoute, par contre, moi, je te pro enfin, ouais, désolé, je te coupe. Je pense non, qu'il tu fais bien. faut quand même parler, de quelque chose qui est arrivé, c'est quand même le départ, enfin, de coup, de Pete Carroll. Je pense, alors ça, il y a des pros Pete Carroll, il y en a qui sont pas. Moi, j'aimais bien Pete Carroll. C'était un peu le papy gâteau, sur son bord de terrain, qui allait voir ses matchs tous les week-ends. Il vivait ses matchs, il vivait à fond son aventure avec les Seahawks et alors toi, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'au départ, ça va laisser un gros vide chez les Seahawks. Parce qu'il avait quand même une certaine aura et moi, alors personnellement, même si ça n'a rien à voir, parce qu'il y a eu quand même le départ du coup de Carroll d'un côté et puis de Belichick, de l'autre côté chez les moi j'étais beaucoup plus touché et je pense qu'il y aura un côté plus négatif, du départ de Carroll que de Belichick chez les Patriots. Je suis d'accord avec toi, je trouve que Belichick est parti 2 ans trop tard, alors que Ouais. Carroll a eu le temps de est parti, au moment où il devait partir. Peut-être une année après, j'ai envie de dire, Mmh. Belichick peut-être 3 ou 4, où il aurait pu partir au firmament avant que Brady enfin au même moment que Brady en gros dire, parce que je pense que Belichick s'il est resté, c'était une question d'ego, de montrer: «Non mais en fait je peux gagner seul». Après c'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est vrai que c'est un peu Non. comme ça qu'on Ouais, voyait je les je te rejoins, je te rejoins. les Seahawks, c'est un peu différent. On dirait limite qu'ils ont dégagé, ils ont dégagé Russell Wilson et ça a été plus dans l'autre sens, de dire, «Tiens, Russ, tu voulu te barrer, regarde nous ce qu'on peut faire». Ça a bien fonctionné et au final ça termine par Pete Carroll qui s'en va, parce qu'il décide de s'en aller et Russell Wilson qui se fait cutter alors que tu avais plein d'argent garanti. Il y avait encore plus d'argent garanti qui était censé Mmh. arriver, mais ils l'ont cut avant, ils ont pris un gros coup juste pour ne plus l'avoir dans le roster et c'est, ouais, il y en a un qui a gagné sa victoire avec son ancien QB, on va dire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ça risque de faire un impact un peu plus grand, mais je crois que Pete Carroll, pour le coup, reste dans l'organisation, il est juste plus Ouais. coach. Il va être un peu plus dans le rôle qu'avait aussi Belichick, mais un peu plus un advisor au GM, je pense, un truc comme ça. Ouais. Histoire de garder un peu l'identité, mais ouais, Bah, tant mieux, c'est c'est mérité qu'il reste aussi. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il avait un véritable impact positif et même si, des fois sur son coaching, on avait peut-être des choses à redire, je pense qu'il avait alors, ce que j'avais rappelé dans le premier bilan, je pense, il avait ce vrai côté, qu'un head coach a, c'est être proche de ses joueurs et manager ses joueurs avant tout. On lui demandait pas de faire les playbooks, offensifs, défensifs et tout, mais il était vraiment là pour ses joueurs, il entourait vraiment bien ses joueurs et je pense qu'il les encadrait très bien. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'était Pete Carroll, c'est vraiment le coach des années 2000. Ouais. Pas dit nécessairement de la mauvaise manière, hein, mais dans le sens où il y a une identité de jeu, mais c'est une équipe qui pue le football, quoi. Mmh. C'est mais alors j'ai pas envie de dire le vrai, j'ai pas envie de dire pas comme avant, machin, parce que je regardais pas avant, mais avant ma naissance, quoi. Le foot américain dur, qui va dans les tranchées, enfin où il y a une belle bataille, etc. Et dans cette équipe-là, t'as un joueur comme DK Metcalf qui je trouve c'est un peu bizarre d'avoir un joueur comme ça dans cette équipe-là. Je trouve, Mmh. tu vois, un joueur un peu excentrique, etc. Et je trouve que c'est le joueur qui montre le côté moderne de cette équipe-là en quelque sorte. Ah Et ouais, c'est une équipe intéressante. tout à fait. Metcalf, l'extraterrestre. Ouais, c'est ça, c'est un Il est extraterrestre. C'est vrai qu'il il il est est immense, il va incroyable. super Mmh. vite, enfin bon, il est trop fort. Bah, Trop fort. c'est une armoire à glace avec un moteur de Ferrari, quoi, c'est incroyable c'est je vois pas d'autres comparaisons avec un autre joueur. Il est unique et en plus il est performant et il a une vraie identité, un vrai jeu propre à lui, propre à son physique et il arrive à faire des choses incroyables. Totalement d'accord. Bah, vu qu'on parle un peu de joueurs, moi je vais parler du joueur qui m'a agréablement surpris quand il a été choisi en tant que premier cornerback à la draft devant Christian Gonzalez. Euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Mais j'avais vu que c'était l'un ou l'autre, donc ça m'avait moins surpris. Et bah écoute, quand tu vois la saison de Witherspoon, tu te dis, ok, d'accord, en fait, je comprends que les Seahawks le prennent si haut. Euh,
super corner dans une ligue qui s'oriente de plus en plus vers la passe avec dans ta division Purdy qui a mais surtout des énormes armes au poste de receveur. Mmh. Côté Cardinals, c'est pas trop ça, mais on pense qu'ils vont prendre Marvin Harrison, donc ça va être important d'avoir un bon corner pour le défendre. Et côté Rams avec Cooper Kupp ou Pukanakua, Pick Your Poison, Mmh. avoir un top corner, c'est crucial. Et Witherspoon montre que il y a de fortes chances que ce soit un des, si ce n'est le top corner des années à venir. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai adoré son rendement. Ouais, ouais, franchement, enfin Il moi je a le trouve monstrueux, monstrueux. Ouais, ouais, un vrai impact sur le terrain. C'est vraiment, j'attends vivement sa saison Somo fort pour voir qu'il confirme. C'est surtout ça le plus important, parce que quand on a des joueurs comme ça qui explosent, dès leur première saison, on a envie de voir si ça confirme, parce qu'on peut se dire: «Oh, c'est un coup de chance» ou «Oh, il a surpris, forcément on ne l'attendait pas à ce niveau-là». Et là, l'année prochaine, il aura un peu plus de focus, sur lui, et du coup, on verra, de quoi il est véritablement capable. Mais en tout cas, ouais, vraiment un gros, gros potentiel. Ouais, totalement. Et en plus de ça, là ça lançait un peu plus sur lui. Mmh. Je pense que l'année prochaine, il aura moins d'opportunités de briller. Mais par contre, quand on va lancer sur lui, il va falloir qu'il se réponde présent. Ça va être un peu le cas tu sais, de Jalen Ramsey à certains moments, Ouais, de Sauce Gardner qu'on est en train de qui voir, de Patrick Surtain. Et Patrick Surtain, il a eu un peu de mal cette saison, notamment à cause de ça. Je pense que mmh, quand tu as moins de volume, tu fais moins. Pour faire une comparaison avec un autre sport, hein, si on parle au foot par exemple, tu as des très bons gardiens qui sont bons dans des équipes kata parce que tu as 20 arrêts à faire, ils en font 19 et ils se prennent un but. mmh, Et t'as le gardien qui, quand ce même gardien-là, quand il arrive dans une top équipe, il a 3 arrêts à faire. S'il prend un but ou deux, bah en fait c'est beaucoup moins bon, quoi. Donc exactement. c'est plus la même chose, quoi. Si tu laisses un truc passer, mais sur un petit volume, c'est beaucoup plus important que sur du gros volume. Voilà. De ton côté, un joueur des Seahawks pour toi? Ouais, bah, ça va, j'en avais mis un petit groupe parce que du coup, j'avais mis Metcalf, mais on en a déjà parlé. Tu as parlé de Witherspoon. Du coup, je vais parler de Jackson Smith-Njigba. Ouais. Un autre rookie, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'escouade offensive. Bah, très bon aussi, hein, qui a confirmé, qui a fait une très belle première saison. Hem, alors, j'ai vu des débats en se disant, parce que bon, du coup, mettons de côté Metcalf, qui est totalement, enfin, on disait que Jackson Smith-Njigba, il avait un peu ce profil à la Tyler Lockett. Et des gens se disaient: «Bon, bah, peut-être, voilà, conserver du coup Metcalf, le blinder, et puis, bah, conserver et jouer avec, Smith-Njigba avec, son contrat rookie, et puis, bah, du coup, séparer de Lockett». Alors je sais pas, si ça sera le cas ou pas, ça je suis pas dans les GM, je suis pas le GM, des Seahawks, mais en tout cas, Jackson Smith-Njigba, c'est ce profil, bah, du coup beaucoup moins, imposant que Metcalf, mais très rapide, très explosif aussi, et une main sûre, et vraiment, ça fait une bonne cible pour, Geno Smith, qui commence à en avoir pas mal là, je trouve, entre Metcalf, Lockett, Noah Fant aussi, je crois, qui a re-signé. Et bah, du coup, Jackson Smith-Njigba, ça fait un beau panel pour, Geno Smith. Ouais, et en plus de ça, il arrive à faire des choses avec des tight ends dont on t'avais jamais entendu parler avant, mais Mmh. Will Dissly pendant un moment, il y a eu Colby Parkinson aussi. Ouais. Donc tu as parlé de Noah Fent. Je crois que dans les deux, je crois que Dissly n'est plus dans l'équipe. Parkinson, j'ai un doute, mais je crois qu'il est assez jeune, donc je pense qu'il est encore là. N'hésitez pas à nous corriger Ah, pour alors, les fans des Seahawks, ouais. mais Bah, j'ai la du coup, bah, merci Trey, c'est les Rams qui ont récupéré, Parkinson. bah, bon pour eux. Alors là, pour le Ouais, coup, on parlait des Rams et de l'escouade tout à l'heure, ouais, ouais. c'est encore mieux avec un Parkinson. Mais tout ça pour dire que je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un tight end du fin fond de je sais pas quoi là. Ils peuvent aller chercher le backup tight end des Panthers, je pense, et en faire quelque chose. Donc ouais, t'as raison, ils ont une super escouade et c'est top. Est-ce que Du t'as eh ben allez, vas-y, tu sais quoi, je vais commencer avec le joueur, moi qui m'a déçu, mais c'est toujours le même chaque année depuis qu'il est arrivé aux Seahawks. Ils ont perdu 2 pics de draft au premier tour pour le récupérer. Je vais parler de Jamal Adams. Jamal Adams qui a été cut et mmh. qui va avoir
Je sais pas s'il a été re-signé quelque part, mais je pense qu'il va avoir du mal à trouver parce que ça a l'air d'être un joueur comment dire, qui veut beaucoup, Mmh. qui n'est pas nécessairement aussi bon que ce qu'il pense être. Et cette différence entre ton niveau pensé et ton niveau actuel, ou du moins le niveau perçu par les équipes, je pense qu'il est trop élevé pour qu'il puisse signer rapidement. Je pense que ça va attendre beaucoup. Je pense que ça va attendre une blessure, un peu comme les QB, ce qu'ils font à certains moments pour quand ils ont pas leur premier choix. Je pense qu'il va attendre d'aller compléter un roster un peu plus tard. Et au final, on va voir là, entre le moment où on enregistre et le moment où vous écoutez, il aura signé pour 50 millions, j'en sais rien, ça m'étonnerait, mais il y a un monde où tout est possible de toute manière. Mais voilà, c'est très décevant. Il montre rien. Il a pas du tout amené les Seahawks là où ça aurait pu. Parce qu'il y a les années où il est là, l'attaque elle fonctionne très bien. Mmh. Et je trouve que sur des moments clés, il n'a pas été là et c'est quand même assez dommage. Tout à fait. Voilà. Alors moi, c'est mais comme je disais, ils sont ni mauvais, ni exceptionnels partout, les Seahawks, donc c'est un peu dur aussi peut-être de détacher quelqu'un. Moi, en joueur moi alors, on va quand même aussi, respecter la carrière du monsieur, mais moi, c'était Bobby Wagner, je trouve, qui n'est plus le même, hein, il a plus l'impact qu'il avait, il y a plusieurs saisons. On sent que l'âge, joue sur lui. Heu, Beaucoup moins d'impact, en 2023, c'est quoi? C'est 17 matchs, c'est un fumble, recouvert, c'est trois sacs et demi, 96 tacles. C'est plus le grand Bobby Wagner, de l'époque. Et voilà, alors j'espère pour lui, qu'il va peut-être, se relancer. Surtout que je pense qu'il a un impact dans le vestiaire, et donc c'est ce genre de joueurs, c'est bien quand ils ont un impact dans le vestiaire. C'est bien aussi quand sur le terrain, bah, ils montrent la voie à suivre, quoi. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Euh, ok, euh, ça me paraît bien. On va parler du plan un peu pour l'intersaison. Les Seahawks, c'est l'équipe avec le moins de pics de cette division, mais ils en ont quand même 7. Ils ont un premier, Mmh. ils ont deux troisièmes, et ensuite 4, 5, 6, 7. Ils ont également encore 44 millions de budget. Donc ils ont de quoi faire s'ils ont besoin. Euh, la question est de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un autre quarterback? Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un safety histoire de remplacer ce qu'ils pensaient avoir en Jamal Adams notamment. Mais de quoi ils ont besoin d'autre? Je pense, ouais, ça va être la défense. Il faut qu'ils se concentrent au niveau de l'escouade, défensive, parce que, heu, si c'était pas catastrophique, c'est quand même la défense, je pense, qui plombe la saison des Seahawks cette année. Et du coup, je pense qu'il faut faire un grand ménage là-dedans, et il faut se concentrer, que ça soit sur la free agency ou la draft, sur la défense, pour redonner du renouveau. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. La défense, faut vraiment l'améliorer. Ouais. C'est là où tu pêches, hein, en quelque sorte. Et face à des équipes qui s'améliorent chaque année en attaque, quand ils ont trois receveurs, ils en prennent deux autres histoire de défoncer encore plus de monde. C'est vrai que c'est là où il faut encore plus s'améliorer. Et je suis assez d'accord avec toi. Objectif pour la saison prochaine, s'ils s'améliorent un peu comme on pense, c'est playoff. C'est un peu la même chose que les Rams, ou est-ce que tu les vois au-dessus, tu les vois en dessous? Comment est-ce que tu perçois cette équipe des Seahawks? Ah, au vu des, au vu de l'équipe, au vu de la dernière saison là, donc on fait les bilans, et de la saison même d'avant, pour moi, ils doivent être l'équipe qui gêne, les 49ers durant toute la saison. Comme ils l'ont montré pendant une partie de cette saison-là, ils doivent en fait continuer à ça. Ils doivent être, un peu le poil à gratter des 49ers, et ils doivent aller, oui, ils doivent aller en play-off, normalement, les Seahawks. Pour moi, en tout Ouais, je cas, suis d'accord avec c'est le minimum. Totalement d'accord avec toi. Euh, pour moi, c'est les playoffs aussi. Je les vois un peu dans la même veine que ces Rams là sur la saison prochaine. Et avec une différence, c'est qu'ils ont pour le coup eux une meilleure marge de manœuvre si jamais ils ont besoin de faire des mouvements. Avec ce qui reste un peu de la free agency, hein, parce que il y a beaucoup de gros joueurs qui ont signé. Mais il reste tout de même quand même des assez bons joueurs, notamment en défense. Mmh. Et on verra, hein. Il y a notamment Justin Simmons là, du côté des Broncos qui a été cut. Il y a plein de safety qui sont encore sur le marché, et je pense que tu as moyen de le faire. Ils ont aussi perdu Quandre Diggs.
Je pense qu'ils vont le re-signer, enfin, on verra. Mais ouais, il y a du monde, il y a du monde. Tout à fait. On va pouvoir avancer sur la dernière équipe et on va parler du coup des Arizona Cardinals qui ont eu un bilan de 4-13 et quand on parle de bilan de 4-13, on se dit oulala. Quand on voit les Cardinals, ou en tout cas quand moi je vois les Cardinals, je vais pas parler pour toi, tu pourras me dire ce que tu en penses. Je me dis qu'il y a beaucoup de défaites, mais c'est une équipe qui casse les pieds. Ils ont battu Dallas, Pittsburgh, Philadelphie sur leurs 4 victoires. Ils en ont battu 3 qui vont en playoff. L'autre victoire est contre Atlanta. C'est vraiment une équipe poil à gratter avec un bon coach. Tout à fait d'accord. Moi, j'irais même plus, vraiment, c'est, en fait, je réfléchis 2 secondes, mais je pense que c'est peut-être l'équipe surprise. Alors, ouais, alors on va mettre de côté le bilan parce que le bilan, ça veut tout et à la fois rien dire, je pense. Heu OK, ils sont en 4-13, mais je pense qu'on n'attendait pas un si beau 4-13 de la part des Cardinals. C'est-à-dire que les Cardinals, c'est une équipe fun à jouer. Vraiment cette année, je pense que tout le monde redoutait les matchs des Cards à regarder et en Ouais, fait, c'est vraiment une équipe qui a été super cool à suivre. Moi d'ailleurs, je l'ai noté, hein, ils ont été plus fun à jouer que les Patriots, que les Chargers, que les Falcons, que les Panthers, que les Titans. Vraiment, même s'ils perdaient, en fait, c'était une équipe à la fois qui avait conscience de son niveau, donc qui allait, en mode, bah, c'est de toute façon, on n'a rien à perdre, à part être ridicule, mais tant pis. Et de l'autre côté, on avait quelques joueurs, qui étaient d'expérience, qui ont apporté leur expérience et qui ont essayé de tout donner et de tirer l'équipe, vers le haut. Et puis des jeunes joueurs qui finalement, ce qui est bien, par rapport, par exemple, à la NBA, on parle toujours avec le tanking, c'est qu'en NFL, il y en a pas trop et les joueurs, ils vont toujours tout donner en se disant: «Bah, de toute façon, même si, la franchise, elle fait un bilan, catastrophique, si moi je donne tout, peut-être l'année d'après, je pourrais tirer un bon contrat». Et du coup, on a vu des joueurs qui étaient pas forcément, avec un talent exceptionnel, mais qui avaient faim et qui donnaient tout sur le terrain. Et c'était vraiment une équipe qui était fun à regarder jouer. exactement, exactement. Et pourtant, ils ont démarré avec pas de quarterback, enfin, ou du moins avec un QB backup. Ils ont continué avec. Ils ont eu Joshua Dobbs, ils ont eu du coup Kyler Murray à un moment, ils ont eu aussi Mmh. Clayton Tune. Enfin, vraiment, ils ont bricolé avec ce qu'ils pouvaient avoir. Et ouais, Ouais, Jonathan Gannon, c'est bien ce qu'il a fait, je trouve, pour sa première saison là. Il a repris une équipe quand même qui était quand même dans un sacré état, je pense, que ça soit sur le plan sportif ou psychologique. Et il a réussi à faire quand même quelque chose de ses joueurs et voilà et forcément, il ça tentait des choses, ça fonctionnait pas souvent, c'était parfois maladroit, mais on sentait qu'il y avait une envie et surtout du potentiel et notamment, bah, tu l'as dit, hein, avec Kyler Murray quand même qui est revenu, qui est bien revenu. Heu, Moi, Kyler Murray, j'avais du mal parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, les sportifs, aujourd'hui, ils ont des programmes d'entraînement, super poussés, ils ont des programmes alimentaires, ils ont du contenu pour progresser justement tout le long de leur carrière. Mais il y a un truc qui est super important et peut-être qui est encore, pas le plus au point, c'est le côté psychologique. Et alors Kyler Murray, on peut en parler parce que c'était quand même, on en rigole tous, hein, mais c'était le joueur Call of Duty là, qui était content, qui était blessé pour pouvoir jouer à la nouvelle saison, de Call of. Et cette année, je trouve, il est revenu et il est revenu avec de bonnes intentions. Il a bien joué et peut-être c'est reparti avec lui, pour les cartes, quoi. Et donc c'est bien. totalement, totalement. Il a un énorme contrat, ça va, je pense que ça va le faire pour eux. C'était pas donné et Ouais. au final, ça va avancer, donc tant mieux. Je te propose qu'on parle d'un joueur qui nous a, enfin pareil, hein, comme vous avez l'habitude maintenant, mais nos deux joueurs. Je vais commencer parce que j'en ai parlé brièvement. Ouais. Moi, le joueur qui m'a surpris et que j'ai bien aimé cette saison, c'est Josh Dobbs. Alors j'en profite de faire un épisode un peu, enfin ça, je vais faire une partie hybride parce que sa partie chez les Cards m'a vraiment plu, sa partie chez les Vikings m'a plu aussi, du moins le début. Et je trouve que pour un joueur où on s'attendait rien, il a été récupéré du practice squad des Browns en début de saison histoire de voir ce que ça pouvait donner. Je pense que je l'avais jamais vu jouer Joshua Dobbs avant cette saison et c'est super ce qu'il a réussi à faire avec
pas autant comment dire, de marques que ce qu'il aurait pu avoir si s'il avait repris comment dire le poste de Deshaun Watson quand il s'est blessé, etc. Non, là c'était tout un playbook qu'il connaissait pas nécessairement. Et je trouve que sa saison a été top, une belle histoire pour cette année. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est dommage hein, que ça ait commencé aussi fort du côté des Vikings et puis que le soufflet il est un peu redescendu après. C'est Ça aurait dommage pu pour faire lui. les playoffs, hein. Ça aurait Ouais, pu faire les playoffs, hein. C'était bien démarré. tout à fait. Alors moi j'ai parlé de James Conner qui a fait une très très grosse saison, qui a offensivement. Alors je ferai un aparté après pour la deuxième période, mais je pense qu'il a porté l'équipe offensivement du début à la fin. Ça veut dire, on va dire à l'avant et après à l'après Kyler Murray. Et gros impact, un joueur puissant, un joueur sûr et vraiment moi qui m'a plu et aussi qui est efficace. Je pense que c'est bien et ça évolue ça de plus en plus, mais ces running back un peu hybrides qui sont sûrs au sol, mais qui peuvent faire aussi des catchs assez intéressants, assez impactants. James Conner, il les a montrés. Et donc voilà, pour moi, c'était le joueur à mettre en avant et je pense qu'il faut qu'il continue à fond avec lui parce que c'est peut-être aussi l'avenir des Cards. Et du coup, un petit aparté quand même, je me permets, si tu veux bien, Alex, pour, Mais fais-toi euh, plaisir. pour Trey McBride, qu'on peut en plus lier avec Kyler Murray, donc le tight end qui a fait surtout une seconde partie de saison totalement explosive. Et il y a une réelle connexion entre Kyler Murray et Trey McBride, très intéressante. Et du coup, j'attends l'année prochaine leur saison complète à tous les deux pour voir comment ils pourraient faire mal aux défenses adverses. Yes, totalement. Totalement d'accord avec toi. Maintenant, du coup, un joueur un peu plus négatif, on va dire. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors j'en ai un. Alors je suis désolé, j'aime pas ça parce que les prénoms et noms, des fois, je les écorche. Alors, Greg Dortch, je crois que c'est comme on dit. Euh, il avait fait la saison d'avant, il avait fait une saison plutôt prometteuse. Il était constamment en montée de puissance. Et alors cette année, peut-être on avait besoin de lui. On l'attendait pour être alors je dis pas un receveur numéro 1 parce que côté Cards, on a Marquise Brown. Mais pour moi, il devait être le numéro 2. Et en fait, il s'est totalement troué. Il a fait une saison complètement ratée. Et pour dire, il peut passer troisième, voire quatrième receveur derrière, d'ailleurs, le rookie. J'ai plus son nom, je ne l'ai pas marqué, je suis désolé. Ouais, Michael Wilson. ouais, voilà. Et Greg Dortch, vraiment, c'est gros point d'interrogation sur lui. Et il faut qu'il se relance, il faut qu'il se donne un petit coup de fouet, le monsieur. Totalement. T'as bien raison. Moi, c'est aussi un receveur. Moi, c'est Marquise Brown qui m'a pour le coup bien déçu cette année. Donc, un peu dans la même veine, hein. Est-ce que c'est une question du play de quarterback? Je pense pas, parce que, comme tu l'as dit, hein, Trey McBride, ça a bien fonctionné. Wilson, ça a bien fonctionné. Ça, en fait, ça fonctionnait par intermittence, mais Marquise Brown, c'était sa saison pour récupérer un contrat. Alors, il n'a pas beaucoup joué avec Kyler, mais je trouve que même quand il a joué avec Kyler, c'était pas trop ça. On pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Et je suis un peu déçu. C'est pas catastrophique, mais c'est plus une déception. Je m'attendais à mieux de la part de Marquise Brown, qui, je sais pas s'il est encore là la saison prochaine, du coup, je pense pas. Mais ouais, un petit peu dommage. Je vais regarder rapidement, mais je pense qu'il ne sera plus là. Ouais, Marquise Brown est pour l'instant free agent. Donc voilà, autant Greg Dortch a été re-signé, autant Marquise Brown, ça m'étonnerait. Et on verra ça. On verra comment ça se passe. Mais il risque de signer quelqu'un d'autre quand même euh, rapidement, je pense, notamment lors de la draft, pardon. Ouais, Je pense. il faut hein, pour rebondir à ce que tu dis, je pense, parce que du coup, Marquise Brown, c'était quand même, on va dire, le receveur numéro 1. En tout cas, il devait être le receveur alpha de cette équipe. Et derrière lui, même s'il n'a pas fait une saison exceptionnelle, ça allait, mais du coup, derrière lui, il n'y a pas grand monde. Du coup, il va falloir donner des armes à Murray parce que je pense que
toutes les équipes ne peuvent pas être les Chiefs et en connexion Patrick Mahomes-Kelsey. Je pense qu'ils ne pourront pas faire toute la saison juste en survivant entre le lien Kyler Murray et Trey McBride et puis de temps en temps James Conner qui vient casser tout ça. Donc il va falloir qu'ils investissent dans des receveurs. Ouais, et ben ça va très probablement. Alors du coup, pour l'intersaison, ils ont encore 44 millions de budget. Il y a du monde Ouais. encore de disponible. Je pense que ça va signer pas mal de monde. Là, aujourd'hui, nous, à l'heure où on enregistre, c'est mercredi, c'est le moment où c'est la fin du legal tampering et qu'il y a beaucoup Ouais. plus de signatures qui vont être annoncées. Je pense qu'une bonne partie du cap va descendre. Ils ont également 11 picks. Ils ont 2 premiers tours, dont le pick numéro 4. Ils ont un deuxième, qui est, je crois, le pick 35. Donc, ils ont 3 picks dans les 35 premiers. Ils ont ensuite 3 troisième tours. Un 4, 2, 5, un 6, un 7. Donc, beaucoup de possibilités pour le GM des Cardinals. Les plus grosses rumeurs envoient Marvin Harrison, le receveur qui était annoncé un temps numéro 1 de la draft aux Bears pour accompagner Justin Fields. Au final, il va très probablement descendre en 4. Ce serait aux Cards. Je pense pas que ça leur ferait de mal Ah bah d'avoir non, un joueur comme ça. Hein. tout à fait. Donc franchement, ça avance plutôt bien du côté des Cards. Si tu devais, encore une fois, citer un besoin prioritaire pour un autre, tu as parlé de receveur, mais est-ce qu'il y a Au, autre chose où tu... au niveau défensif, au sol, surtout, je pense que c'est urgent. C'est la pire franchise de la ligue au niveau de la défense au sol, les Cards. Donc, il va falloir faire quelque chose. Parce que j'ai noté, c'est quand même énorme. Ils ont quand même pris 2434 yards au sol. Ça fait de la course, ça fait des kilomètres, ça fait des tours de terrain, ça fait tout ce que vous voulez. Va falloir régler ça. Surtout que la défense, elle est un peu à deux vitesses, puisque de l'autre côté, au niveau du jeu aérien, ils sont plutôt bons. Il y a plutôt de l'espoir au niveau de la défense aérienne. Du coup, il va falloir régler le problème au sol et pour faire une vraie défense hermétique. Ouais, ok, oui, je pense que tu as raison. Parce que si tu améliores l'attaque suffisamment, et je pense qu'ils sont pas loin d'avoir une attaque plus que fonctionnelle, Ouais. et que tu améliores une défense qui est loin d'être catastrophique, enfin, qui est pas bonne, hein, mais qui peut être améliorée. J'ai l'impression que ça manque de leader dans cette défense, depuis le départ de JJ Watt notamment. Bon, il y a toujours le safety dont le nom m'échappe, mais Ah, non, Buda Buda Baker. Baker, ouais, Buda Baker. Buda Baker, mais voilà, je pense qu'il a besoin d'être un peu accompagné aussi. Et je trouve que dans cette équipe-là, c'est une équipe qui a l'air assez jeune et les leaders sont assez peu. Et donc je pense que quand tu as un match qui peut partir en couille, c'est bien d'avoir des leaders et des nouveaux joueurs avec une bonne personnalité. Et j'espère que dans leur processus de scouting, ils prennent ça en compte. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il faut un peu de vétérans qui portent la voix, alors sur et en dehors du terrain, qui recadrent. Parce que pareil, bon, c'est bien, ils ont une équipe jeune, donc on peut dire c'est une équipe d'avenir. C'est une équipe qui vont pouvoir, avec le temps, construire tranquillement. Mais c'est aussi du coup peut-être une équipe qui, de temps en temps, s'éparpille. Forcément, l'expérience fait qu'on devient plus stable et du coup ils ont peut-être besoin de deux trois piliers comme ça histoire de mettre des petites claques pour rappeler qu'il faut se concentrer. Clac, clac. Exactement. Exactement. Objectif pour la saison prochaine? Parce que là, ces Cardinals, c'est un peu compliqué. Ils sont 4-13. Ils ont une équipe avec un nouveau coach. Ils ont un QB qui revenait de blessure. Ils vont avoir beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe-là. À quoi on peut s'attendre pour ces 49ers? Est-ce que si je te dis, je vais te donner un nombre de victoires, tu vas me dire si tu les vois les atteindre. Est-ce que tu les vois atteindre les 7 victoires la saison prochaine? Euh, alors oui, et du coup pour moi c'est ma vision de la saison prochaine. Se rapprocher d'un bilan quasiment positif. Donc Ouais, ouais, 7 pour moi c'est bien. ça me semble. Moi, je trouve que c'est comment dire, le nombre. C'est Ouais, le nombre de victoires à 7. Je pense que s'ils font 8 victoires, ce sera une saison réussie, au vu ouais. de là où ils sont. À partir du moment où tu doubles ton nombre de victoires d'une année à l'autre, à moins que tu sois à une et que tu passes à deux, hein, mais sinon globalement, je pense que c'est une réussite.
Je pense que c'est ce vers quoi ils vont tendre dans une division où, on le rappelle, ils ont perdu leurs 6 matchs cette année. Ouais. Donc il y a aussi, je pense, un objectif intra-divisionnel qui est plus d'en gagner 2 au moins, peut-être d'essayer d'en faire 3. Un équilibre dans la division, je pense que ça pourrait leur apporter beaucoup de confiance pour les années à venir encore. Parce que eux, tu les affrontes 6 fois tous les ans, peu importe le reste, tu sais que eux, tu les affrontes 6 fois. Ouais, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Se réimposer un peu dans la division, montrer qu'ils sont là déjà, premièrement. Et ouais, un 7 victoires, 10 défaites, c'est pas forcément glorieux, ça amène pas aux playoffs, mais on se rapproche d'un bilan presque positif et finalement, ça serait dans la continuité. C'est-à-dire que cette année, ils ont surpris, alors avec un une finalité, de 4-13 qui n'est pas glorieux. Donc voilà, continuez, les Cards à surprendre et rapprochez-vous d'un bilan positif pour confirmer, votre bon état de forme. C'est ça. C'est un peu comme faut voir un peu la progression des cards comme comment dire, comme un concours de saut à la perche. Ouais. Tu vas pas aller taper le record du monde au deuxième essai, mais t'avances petit à petit, tu montes la barre de 10 centimètres par-ci par-là, et on essaye d'avancer au fur et à mesure. Il y aura des échecs, mais il y aura aussi plus de réussite que si tu t'augmentes de 40 centimètres d'un coup. Prendre ses marques petit à petit. Ouais, tout à fait. Bah, et puis comme, on l'a vu cette saison, hein, c'était pas mal d'échecs, mais finalement, si on en retire du positif, je trouve, des Cards. Donc finalement, c'est un peu comme la saison dernière avec les Vikings qui étaient, en, 13 13-4. 13-4, mais on savait que c'était fragile. Ça jouait à des victoires, sur le fil et tout, et donc c'était un bilan positif, mais avec une impression négative. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est un bilan négatif, mais avec une impression positive. J'en avais parlé lors lors de la fin de saison. Les Lions enfin, les Texans qui sont les nouveaux Lions, et je pense que les Cards peuvent être les nouveaux Texans, du coup, qui seraient les nouveaux Lions, et un peu être dans cette, j'aime bien voir comment dire, les franchises un peu prendre le même chemin, mais à 1 année, 2 années d'écart. Et les Lions, quand ils avaient perdu la plus grande partie de leur match, c'était cool à voir jouer. Mmh. Les Texans, quand ils avaient perdu beaucoup de matchs l'année dernière, c'était cool à voir jouer. Là, les Cardinals, c'est à peu près pareil. Tu sens qu'ils construisent l'équipe dans le bon sens. Ouais. Et eux, pour le coup, à la différence des 2 autres, ont déjà leur quarterback au moment où ils commencent à faire leur défaite. Et ça, je pense que ça peut te faire gagner du temps. Euh, donc voilà, ou ça t'en fait perdre, hein, parce que ça, tu vois le truc dans les deux sens, hein. Soit t'as déjà un contrat qui te plombe ton salary cap quand tu essayes d'avancer, soit t'en as pas, mais au moins tu peux construire autour et en connaissance de cause. Contrairement aux Panthers, dont on parlera probablement dont on parlera dans un autre bilan, on sait pas encore quand, et qui eux ont fait pour l'instant, un mauvais choix en Bryce Young, Ouais, malheureusement. malheureusement. Anthony, merci pour ce Merci à toi. bilan. Euh, je, on va te retrouver très probablement dans un nouveau bilan. Je pense qu'on en refera un ensemble. Oui, Ça sera cool. Je sais plus lequel on fait. Je crois que c'est l'AFC Nord, normalement, non? AFC Nord. Ouais. Ouais, je crois. Ok. Ben, on va se retrouver du coup nous tous les deux pour un autre bilan dans les jours à venir ou les semaines à venir. Mmh. Pour tout le monde qui nous écoute, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre le front office. Le front office à peu près partout. Vous tapez le front office de toute manière sur le front office podcast, vous tombez sur nous. Et comment dire, YouTube, abonnez-vous, la cloche pour quand on se met en live, quand on vous envoie peu importe quel épisode ou vidéo qui risque d'arriver à l'avenir. Le podcast, pareil, mettez-nous des revues, histoire qu'on voit ce qui vous plaît ou non. Et on espère que le format vous plaît. En tout cas, nous, on est contents parce qu'on arrive à trouver une trame qui fait à peu près le même temps pour chaque épisode. Ouais. Donc on est assez contents. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Et vive le football!